Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Première émission de l'année 2019. Bonne année 2019. Qu'est-ce que l'on vous souhaite? On vous souhaite la santé, on vous souhaite la prospérité et on vous souhaite de l'argent. C'est bien de souhaiter de l'argent, mais comment gérer cet argent? D'où le sujet d'aujourd'hui, le budget familial. Et si vous nous suivez jusqu'à la fin de cette émission, vous allez comprendre que la qualité de l'année 2019 que vous allez passer va dépendre de votre aptitude à gérer votre budget familial. Des experts en plateau, comme à l'accoutumée, pour nous en parler. Cassandra est avec nous également. Cassandra, bonsoir. Bonsoir Mariam, bonsoir à tous. Effectivement, tout à l'heure, j'aurai plaisir à partager avec vous quelques conseils pour savoir comment planifier aussi le budget familial. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Cassandra. Alors, sachez également que monsieur et madame Tola, notre famille type, alors voyons voir comment ils s'organisent pour prévoir, donc organiser ce fameux budget familial. À tout de suite. Quand tu fais... Tola! Tola! Oui, je suis là. On est assis depuis... Asseyez-vous, on est là depuis, on ne te voit pas. Asseyez-vous. Mais on est assis. Et observez l'expert Tola. Attends, je vais te dire, on est dans la nouvelle année, pardon. Il faut changer. Tout le monde entier te connaît. Même bébé qui va naître aujourd'hui, quand il entend Tola, l'enfant rentre dans le ventre de sa maman. À cause de toi. Pardon, il faut changer. Justement, ça sera un nouveau départ cette année. Alors, Attends, c'est ça qu'un nouveau départ là. C'est toi qui vas devenir le nouveau maître de maison des enfants maintenant. Tola, tu m'as fait d'économiser là-dedans, tu t'amuses pas avec ça, hein? mais c'est ça, mon intelligente femme. Tu as on dirait que je commence à dépeindre sur toi, hein? Papa, ton affaire de maître de maison là, on n'est pas dedans des... Non, vous n'y êtes pas du tout, mes enfants. Vous n'y êtes pas. Et puis, qui vous a dit que moi je veux être votre maître de maison? Bande de fourriers. Tu n'es pas dedans, ma chérie. Non, mais ça, moi aussi j'ai pensé, hein? Attends. Donc si je comprends bien, ce que je vois là, c'est ça. C'est ça. Mais Adrien, tu as parlé d'économie. Économie là, c'est ça. D'économiser en plus. Papa, tu comptes faire quoi avec ton histoire d'économie là encore? Attends, c'est pour nous priver de télévision et puis ventilateur pour économiser ton courant, c'est ça? Non, mais ça, non. Non, mais ça, c'est pas ça. Voilà, comme nous sommes en début d'année et vu les difficultés de l'année passée, donc cette fois-ci, je veux faire un budget familial pour être sécurisé, pour être tranquille cette année. Et l'expert Tola va commencer. Expert Tola, pardon. J'espère que c'est pas pour nous laisser dans la faim, dans la soif, dans la misère dans cette maison. Non, c'est juste quelques petits réglages pour avoir de bonnes manières. C'est tout. Et on va commencer maintenant. Et je crois que d'abord, il faut identifier nos postes de dépenses. Et il y a deux parties. 1 et 2. Alors, dans le premier, on parle de dépenses exprès et Papa, on dit incompressible. c'est ça. Les dépenses incompressibles. Oh, tu me ressembles tant. Et puis, tu sais toujours où je vais en venir. Alors, donc, on parle de dépenses incompressibles. C'est-à-dire, les dépenses incompressibles sont des dépenses obligatoires. Et ici, les dépenses compressibles, ce sont des dépenses volontaires. Voilà, volontaires. Et donc, ici, là, on a les dépenses incompressibles qui sont obligatoires. On a le loyer. On a la scolarité. Et on a les factures. Ah, les factures. Et dans les dépenses compressibles, qui sont des dépenses volontaires, voilà, ce sont des dépenses volontaires, voilà, volontaires. Donc on a la popote, téléphone, vêtements, etc., etc. Et ici, dans les dépenses incompressibles, on peut serrer un peu dans les factures. Mais surtout, dans les dépenses volontaires,
il va falloir revoir tout ça un peu. Voilà. Pour pouvoir épargner. Oui, allons-y, parce que je n'ai pas le temps. Tout cet argent que tu veux épargner là, c'est pour faire quoi avec? Très bonne question. Tu as plus de... Oui, mon fils. Tu vois, tout cet argent que je vais économiser en prenant un peu ici et beaucoup ici, parce qu'il faut serrer ici, hein. Voilà. Je vais épargner cela pour vous offrir les grandes fêtes glorieuses en fin d'année. Et pouvoir vous payer des cadeaux, des baskets, des casquettes. Et aussi vous assurer une scolarité épanouissante dans les plus grandes écoles du monde. Oui, dans les plus grandes universités à renommée internationale. Et pourquoi pas payer une grosse voiture luxueuse. Oh, c'est ça. Et construire une grande maison dans laquelle nous allons vivre. Alors, qu'en pensez-vous? On est partant à 100%. Alors, sacrée famille Tola, Monsieur Tola, il est vraiment décidé à mettre au pas la famille en ce qui concerne le fameux budget familial. Nous, de retour en studio, je vous l'avais annoncé, des personnes ressources, des experts. Alors, professeur Bernadette Dia-Kamian, vous êtes donc maître de conférences agrégé en économie. C'est exact. Parlons du budget familial. Ce soir, vous allez nous apprendre à établir un bon budget familial, quel que soit notre niveau d'entrée d'argent dans la vie. C'est ce que j'essaierai de faire. Très bien. Madame Aïma Sylvie, vous êtes inspecteur d'éducation spécialisée, sous-directeur chargé de la protection de la famille. Protéger la famille, vous allez nous aider à garder cette cohésion en ayant anticipé et en trouvant opportun d'économiser? C'est l'exercice auquel nous nous livrons chaque jour, j'allais dire, à la direction. Alors ici, nous allons développer ensemble les rudiments, voilà, de ce que nous devons faire en tant que famille pour vraiment réussir ce challenge. Nous allons parler budget familial, mais juste avant, nous avons un élément à ce sujet. On se retrouve juste après. L'expérience de la vie nous apprend qu'il y a toujours des tensions au sein de la famille quand il y a des problèmes d'argent. Pour éviter ce genre de situation, il existe une seule règle: planifier ses finances, c'est-à-dire prévoir comment utiliser son argent. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir recours à un budget familial. C'est l'assurance d'une bonne connaissance de ses revenus et de ses dépenses. Le budget familial est donc la boussole idéale pour apprendre à maîtriser les angoisses d'argent de fin de mois. Pour bien maîtriser son budget familial et en tirer le meilleur profit, il est nécessaire de savoir ce que représentent les dépenses fixes, les dépenses courantes et les dépenses exceptionnelles ou occasionnelles. Les dépenses fixes, ce sont les dépenses obligatoires auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Il s'agit par exemple du paiement du loyer, des factures d'eau et d'électricité, du remboursement d'un crédit ou du paiement d'une police d'assurance. Les dépenses courantes sont les dépenses nécessaires à la vie de tous les jours. On peut citer l'alimentation, c'est-à-dire la popote, le transport, la santé et l'habillement. Ici, c'est vous qui décidez des montants que vous voulez affecter à ces dépenses. Viennent ensuite les dépenses exceptionnelles ou occasionnelles, c'est-à-dire celles qui vous permettront de vivre selon votre philosophie de vie, c'est-à-dire ce que vous voulez consacrer à votre environnement, vos loisirs et fêtes. Au-delà de ces trois types de dépenses, il existe une exigence nécessaire qui est l'épargne. Il est important de savoir que quels que soient vos revenus, vous devez consacrer régulièrement une certaine somme à l'épargne, quel que soit votre niveau de revenu et même si la somme peut vous paraître dérisoire. Faire un budget familial, c'est bien. Encore faut-il le suivre et le respecter pour que les dépenses ne dépassent pas les revenus. Alors, professeur Bernadette Dia-Kamian, vous êtes donc maître de conférences agrégé en économie. C'est exact. Madame Aïma Sylvie, vous êtes inspecteur d'éducation spécialisée, sous-directeur chargé de la protection de la famille. Votre appréciation particulière du budget familial? Le répertoire des ressources et des dépenses des ménages.
Le répertoire des ressources et des dépenses. En un mois donné, je dois pouvoir confronter mes ressources à mes dépenses de sorte à pouvoir chercher l'équilibre financier. Très bien. Madame Aïma, quelle est votre appréciation de la définition du budget familial? Pour nous, le budget familial, c'est non seulement une boussole, mais c'est aussi une rigueur, une discipline que chaque famille doit pouvoir s'imposer. Chaque portefeuille, son budget familial. Et un budget, je veux dire, des revenus ne sont jamais trop peu pour planifier. C'est une question de planification, c'est une question, on va dire, d'avenir, c'est une question essentielle. Voilà, pour la pérennité et la survie même du ménage, pour l'équilibre même du ménage. Quand les ressources manquent, viennent à manquer dans une famille, il y a toujours des histoires, des palabres, et des mésententes. Et même souvent, même ça va jusqu'à la dislocation de la famille, tout simplement. Mais ça, c'est parce que les gens n'ont pas pris la pleine mesure de l'importance de l'élaboration du budget, de l'élaboration non seulement, mais aussi du suivi du budget familial. La priorité est faite également au micro-trottoir. Nous avons des personnes, c'est vous, c'est moi. Nous allons commencer avec une secrétaire et nous l'écoutons. On entend parler de plus en plus de budget familial, de la nécessité pour une famille d'organiser ses finances. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que c'est le budget? C'est une discussion avec monsieur? Qu'est-ce que c'est, Madame Aïma? Ça commence déjà par une discussion. Pour des gens mariés, il faut établir ensemble ce qui est prioritaire. Séparer aussi le prioritaire du subsidiaire. Ensemble, on détermine ce qui est charge fixe. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas, de façon pratique, pour ceux qui ne sont pas propriétaires d'une maison, il y a d'abord, dans un premier temps, le loyer qu'il faut dégager. Parce que quand on n'a pas un toit ou bien quand on n'arrive pas à payer son loyer, on ne peut pas être productif même au travail. Voilà, on n'est pas productif. Donc, il faut d'abord dégager dans un premier temps le loyer. Ensuite, si on a des enfants et qu'il y a l'éducation des enfants assurée, on dégage aussi l'enveloppe de l'éducation des enfants. Après l'éducation des enfants, on va dire qu'il y a des charges telles que l'électricité et l'eau, ça est sur voilà, au même niveau. Voilà, parce que pour être aussi tranquille, aller au travail et tout, être équilibré, il faut avoir de façon continuelle l'électricité et l'eau. Voilà, donc c'est des charges qu'il faut déjà dégager de ces revenus. Et puis maintenant vient la popote. Et puis ensuite le transport. Si on a un véhicule, ça sera le carburant. Si on n'en a pas, ça sera par exemple pour assurer les moyens en commun, voilà, tels que le taxi, le Oro, le bus. Mais chacun doit faire cela selon ses revenus. Voilà, c'est ce que nous ne cessons d'enseigner, d'inculquer aux familles que nous avons en charge. Parce que nous faisons du renforcement de capacité à la direction dans les mairies, voilà. Et donc, c'est ce que nous inculquons aux familles. C'est-à-dire chacun doit vivre en fonction de ses moyens. Les problèmes commencent à survenir quand on regarde chez le voisin ou chez la voisine. Ou quand on veut vivre au-dessus de ses moyens. Chacun doit vivre en fonction de ses revenus, en ne perdant surtout pas de vue la question essentielle qui est l'épargne. Voilà. D'accord. Professeur Dia, quelle est votre approche de la définition? Donc, à la suite de ce que vient de dire Madame, elle a parlé des dépenses fixes, des dépenses courantes, des dépenses exceptionnelles, mais avant tout, il faut pouvoir remonter aux ressources. Qu'est-ce qui compose les ressources? Il y a des ressources qui proviennent des sources comme le salaire, mais ce n'est pas seulement le salaire de l'homme. Il faut penser, il faut mettre tout sur la table. Tout à l'heure, elle parlait des discussions, discuter des dépenses, mais également discuter des ressources. Je me permets de vous interrompre pour vous dire, la mode n'est plus, c'est le chef de famille. Il n'y a qu'à gérer. Moi, mon argent, je sais ce que j'en fais. Je vais gérer mes parents, mais lui, il m'a épousé, on a des enfants qui gèrent tout. Non, on ne raisonne plus comme ça aujourd'hui. On ne doit pas raisonner comme ça. Si on doit raisonner comme ça, un ménage vivra sur, par exemple, le SMIC, alors que madame peut-être a des revenus supérieurs au SMIC. Donc, il faut mettre le tout sur la table. De la même manière, nous discutons des dépenses, nous devons discuter
des ressources. Ce que nous allons dire à Madame Tout-le-Monde ce soir, c'est que il n'y a plus de chef de famille. Désolée, Madame Tout-le-Monde. Il n'y a plus de chef de famille depuis janvier 2013, selon la loi relative au mariage. Donc, une fois qu'on est dans le foyer, on doit se dire qu'il doit y avoir de la transparence en tout. Donc, nous conseillons la communication et la communication constructive dans les foyers. Voilà, c'est-à-dire chacun doit mettre sur la table tous ses revenus, comme l'a suggéré le professeur tout à l'heure, que ce soit les revenus réguliers ou non. Je prends le cas de la femme parce qu'en général, c'est les femmes qui, en général, n'ont pas de revenus, qui ne travaillent pas à l'extérieur de la maison, donc qui ne sont pas salariés. Quand on n'est pas salarié, il faut contribuer à sa façon. Le fait que la femme ne travaille pas, on va dire en dehors de la maison, c'est comme ça que nous appelons ça, la femme ne travaille pas en dehors de la maison, donc elle n'est pas salariée, elle contribue quand elle, par exemple, quand elle prend soin de la maison. Ça fait qu'on ne prend pas en charge, on va dire, une fille de ménage pour le faire, elle le fait. C'est sa contribution. Elle aide les enfants à faire des révisions. Déjà, on a déchargé la famille d'un répétiteur. C'est aussi sa contribution. Et si elle se débrouille, si par exemple elle vend des oranges, les revenus de ces oranges-là, ça doit par exemple contribuer à acheter le goûter des enfants. Ça compte beaucoup. Voilà, ça libère la femme et ça la rend autonome aussi. Si madame a des revenus, cela doit être mis sur la table. Ça, c'est la conception idéale. Nous allons écouter notre intervenant suivant. Merci Mariem d'éclairer ma lanterne. Je voudrais comprendre la différence entre les postes du budget familial, entre les dépenses obligatoires et ce qui est volontaire, parce que toutes ces dépenses me paraissent importantes. C'est vrai que des fois la nuance peut ne pas être évidente entre ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Professeur? Pour une dame, aller chez le coiffeur, c'est important parce qu'il dit tout paraît important à ses yeux. Cependant, si on a à choisir entre aller chez le coiffeur et encourir des dépenses d'éducation d'un enfant, on ira pour les dépenses d'éducation de l'enfant. Donc tout de suite, on peut voir ce qui est volontaire et ce qui est obligatoire. Obligatoire, le loyer. Lorsque mon bailleur se présente à moi, je ne peux pas lui dire « reviens ». Il est bien évident que certains cherchent à se cacher, mais on ne peut pas se cacher pour longtemps. Il faut pouvoir couvrir le loyer, il faut pouvoir payer l'eau, il faut pouvoir avoir de l'énergie pour l'alimentation, il faut s'alimenter. Je préférerais m'alimenter que d'avoir une belle coiffure, personnellement, rationnellement. Rationnellement, c'est bien dit en tout cas. Tout ce qui peut nous paraître essentiel et important ne sont pas toujours essentiels et importants. Voilà. Comme aller se faire les ongles, comme aller à la plage, aller au restaurant. On ne peut pas aller au restaurant ou à la plage quand, par exemple, il y a une ordonnance qui nous attend sur la table. On ne peut pas aller, par exemple, à la plage ou aller chez le coiffeur quand on nous envoie des mots depuis l'école de l'enfant pour nous signaler qu'il y a des mensualités qui ont sauté. Voilà, on ne peut pas aller au maquis, au bar, quand il n'y a rien à manger dans le réfrigérateur, alors qu'on est responsable de famille. Voilà, donc tout est question de responsabilité. Nous disons qu'il faut faire des choix responsables. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de s'aérer l'esprit, de se régénérer, que de se distraire en se disant, bon, je souffle, les problèmes, ça ne finit pas, comme dirait l'autre. Ça, c'est une expression très ivoirienne. C'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement, comme vous l'avez dit, parce que s'aérer l'esprit, souffler, tout ça, ça se fait dans le budget familial. Ça se fait dans l'exécution et le respect du budget familial. Voyez-vous, quand on a un budget familial et qu'on le respecte, en cela, il y a aussi la part, comme le professeur l'a appelé, les dépenses volontaires. C'est dans les dépenses volontaires, dans l'enveloppe des dépenses volontaires, qu'on souffle. Et puis, à quoi ça nous sert de souffler pour souffler, quand après, tout nous rattrape et nous tombe là-dessus. Parce qu'effectivement, comme le dicton le dit, les problèmes, ça ne finit pas.
ça ne finit pas sec, mais il ne faut pas s'en créer non plus. Alors, nous avons un dernier intervenant que nous écoutons avec beaucoup de plaisir encore. Mettre en place un budget familial dès le début de la vie active et avant même d'avoir des enfants est bien. Mais comment s'y prendre concrètement? Quels sont les outils et les méthodes possibles? Est-ce à dire que le budget familial, on doit y penser avant même d'avoir des revenus? Je pense que oui. Il faut déjà avoir un plan, une planification bien précise avant de commencer à avoir ses revenus. Vous voyez, je vais vous parler de quelque chose, la personne certainement se reconnaîtra. Quand nous étions étudiantes, on n'avait pas de revenus fixes. On avait un petit groupe de filles, on avait une épargne qu'on suivait assez régulièrement quand même. Voilà. Et quand on a commencé à travailler, il y a une d'entre nous qui nous a avoué qu'elle avait plus d'1 million dans ce compte-là. Oui, on l'a félicité, peut-être qu'elle se reconnaîtra dans ce témoignage. Mais c'est-à-dire, c'est des choses, c'est une culture. Il nous faut l'acquérir à tout prix. On n'attend pas de commencer à travailler, fonder sa famille pour commencer maintenant à penser. Déjà, on est enlisé. Voilà. Quand on attend d'avoir une famille, de fonder une famille, de travailler, on est déjà enlisé. Alors que si c'est une discipline qu'on commence à acquérir déjà en étant étudiant, je pense que ça rentre déjà dans le mode de vie et on s'en sort quand on a le revenu fixe qui est le salaire. Alors, professeur, comment est-ce que l'on s'organise concrètement pour épargner? Déjà, la banque où nous recevons nos salaires, mais sinon, il y a les coopératives, les COPEC, pour celui qui a un revenu qui ne touche pas son salaire. Dans une banque précise, il peut récupérer. Nous pensons aux domestiques qui peuvent épargner dans les COPEC. Il faut penser à avoir une idée précise de la liste des entrées de revenus et des dépenses à couvrir. Et le début de carrière est la période idéale pour penser à l'épargne. C'est le moment où l'on peut le plus épargner. En fait, on parce prend le bon pli. On a moins de charges. Comment parler d'épargne lorsque le salaire ne suffit pas? Mariam, aucun salaire n'est suffisant. D'accord. Si vous prenez même celui qui gagne plus d'1 million, il va vous dire que ce n'est pas suffisant. Il doit élaborer un budget familial, sinon il va se retrouver dans la même situation que celui qui a 100 et 120 000 ou 120 000. Donc c'est pour cela que nous disons que même avec 100 000 francs, si on est rigoureux, on peut épargner. Parce qu'aujourd'hui, c'est la question de l'épargne. L'épargne, c'est l'anticipation du futur. Et c'est lorsqu'on entre dans la vie qu'il faut commencer à le préparer. Mesdames, merci en tout cas d'être venues sur notre plateau. Merci de nous avoir éclairés de la sorte. Je le rappelle, professeure Bernadette Dia-Kamia, vous êtes maître de conférences agrégée en économie. Et puis, Madame Aïma Sylvie Metro, vous êtes inspecteur d'éducation spécialisée, sous-directeur chargé de la protection de la famille. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et puis pour nous avoir donné cette volonté, cette énergie en début d'année 2019 de penser réellement, sincèrement à l'épargne et de commencer. C'est maintenant qu'on commence à épargner pour passer une bonne année 2019. Cassandra, tu as sûrement quelque chose, des petits conseils à nous donner. Merci Mariam. Nous allons voir maintenant 3 conseils. Premier conseil, identifier les postes de dépenses, c'est-à-dire le loyer, les factures, la scolarité des enfants et tout ce qui englobe la vie quotidienne telle que la santé, le transport et la nourriture. Deuxième conseil, déterminer toutes les ressources de la famille, les salaires, les pensions, les primes et tout ce qui est revenu d'une activité quelconque. Troisième conseil, l'imprévu, ça se prévoit. Comment? Premièrement, le fait de prévoir une petite enveloppe, un petit budget dès le début du mois pour pallier aux petits imprévus est toujours importante. Deuxièmement, vous pouvez souscrire à des assurances habitation, maladie, auto et même scolaire qui peuvent vous aider à faire face à ces petites difficultés. Ces conseils, vous pouvez les retrouver sur le site internet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME,
ainsi que sur la page Facebook du Conseil national de lutte contre la vie chère. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain. Merci Cassandra. Merci Mariam, à bientôt. À bientôt. Alors, en guise de conclusion, j'aimerais vous dire que nous avons essayé, autant que faire se peut, de vous informer et surtout de vous motiver, de vous galvaniser par rapport au budget familial. Il y a un proverbe qui dit, la manière dont tu te présentes, la posture que tu prends pour faire une photo, c'est comme ça que tu apparaîtras dans la photo. Juste pour vous dire que la manière que vous allez adopter en début d'année, de vous comporter vis-à-vis de l'argent que vous allez engendrer, vous allez forcément l'engendrer, c'est ce que l'on vous souhaite, eh bien, elle va définir la qualité de vie, la qualité de votre quotidien tout au long de 2019. Et nous espérons que vous avez réellement compris cette notion. Monsieur, madame, à bon entendeur, salut, mais surtout, merci d'avoir été là et bonsoir.